Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, nous avons vu que les bosons ont un comportement plutôt grégaire. Ils tendent à tous être dans le même état. Ce comportement est à la base de phénomènes importants, tels que par exemple la supraconductivité. Les électrons sont des fermions, c'est les électrons qui conduisent le courant dans un métal, mais à très basse température, les électrons interagissent entre eux par l'intermédiaire du réseau cristallin, à travers les vibrations de ce réseau. Et ce phénomène provoque un appariement des électrons sous forme de paires, qui s'appellent des paires de Cooper. Et ces paires de Cooper sont des bosons. Toutes les paires d'électrons ont donc tendance à se mettre dans le même état. Lorsque l'on applique un champ électrique au métal, dans le métal, ces électrons, qui sont chargés électriquement, se déplacent sous l'influence de ce champ électrique et forment un courant électrique. Mais comme dans un métal normal, température ordinaire, ceux-ci vont être soumis aux interactions avec le réseau, et en particulier avec les défauts du réseau cristallin, des trous, des failles, des cassures, etc. Et cela provoque une résistance électrique parce que cela freine les électrons. Mais ici, comme ils ont tendance à tous être dans le même état, en tout cas sous forme de paire, il devient très difficile de gêner un électron au détriment du mouvement d'ensemble. Les électrons ne sont plus gênés par les imperfections du réseau cristallin et ils se propagent sans résistance électrique. Ce phénomène ne se produit qu'à très basse température parce que on parle de température de l'ordre de moins 270 degrés pour des supraconducteurs classiques et c'est-à-dire très proche du zéro absolu, qui est température, donc là d'environ 3 Kelvin, la température absolue se mesure en Kelvin, le zéro absolu étant le 0 Kelvin. Donc, à très basse température, on a une propagation du courant sans aucune résistance. C'est le phénomène de supraconductivité qui est constaté avec certains métaux et alliages. Ce phénomène a pris plus d'importance encore à notre époque, plus récente, parce qu'on a découvert des supraconducteurs qui deviennent supraconducteurs à des températures plus élevées, de l'ordre de l'azote liquide, l'air liquide. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que pour atteindre des températures de moins de 270 degrés, il faut utiliser de l'hélium, hélium liquide. Or ça, c'est difficile, c'est coûteux, parce que l'hélium est moins abondant, donc plus cher. Il s'échappe très facilement, il est très difficile à conserver dans des flacons ou dans un dispositif quelconque, et le refroidir à de telles températures aussi basses est difficile et coûteux. Tandis que l'air liquide se fabrique très facilement avec un dispositif assez simple de liquéfaction, une sorte de super frigo en somme. Donc, un grand regain d'intérêt anime maintenant les scientifiques pour la supraconductivité. Un autre phénomène est lié aux atomes. Alors, lorsqu'un électron se trouve dans un état excité, donc normalement les électrons sont placés autour de l'atome, dans un état plutôt calme, on va dire, leur état de base. Lorsque l'électron est excité autour de cet atome, il se place sur une orbite plus élevée autour de l'atome. Et il a tendance à retomber tout seul sur son orbite d'origine, sur son orbite de base, avec émission du surplus d'énergie sous forme typiquement d'un photon, un photon d'énergie lumineuse, d'énergie bien précise et dans une direction donnée. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Les photons sont des bosons. Et donc, si d'aventure il y a déjà beaucoup de photons avec cette énergie et cette direction,
alors l'électron va avoir tendance à retomber encore plus facilement en émettant un photon identique dans la même direction. C'est le phénomène d'émission stimulée, qui a été mis en évidence d'un point de vue théorique par Einstein et puis réalisé en pratique. Alors, supposons qu'on arrive à placer de nombreux électrons d'un état excité dans un état excité identique. Cela peut être obtenu de diverses manières. Par exemple, en excitant les atomes avec de la lumière. C'est le mécanisme appelé le pompage optique. Une fois qu'un grand nombre d'atomes sont dans cet état excité, on appelle ça une inversion de population. Alors, en pratique, on utilise presque toujours des systèmes où il y a 3 états excités possibles, l'état de base, l'état excité en question et un état intermédiaire, pour des raisons que je ne vais pas approfondir ici, ce n'est pas une série sur le laser, pour des raisons essentiellement d'efficacité. Des dispositifs dont je ne parle pas non plus, c'est les mécanismes qui permettent d'avoir une direction donnée pour les photons. Parce que dans l'émission stimulée, des premiers photons sont dans une certaine direction et les autres suivent à cause du comportement grégaire. Mais quelle direction? Donc on doit pouvoir sélectionner une direction donnée. Bon, c'est des détails techniques dont je ne parle pas ici. Mais donc, quand ces atomes se retrouvent tous excités, dès qu'un atome va se désexciter de manière spontanée, il va entraîner une véritable avalanche d'émissions stimulées de photons, et tous ces photons seront identiques. Même énergie, donc même fréquence, et même direction. C'est ce qu'on appelle l'effet laser. Le fait que les photons soient des bosons explique les propriétés remarquables du rayonnement laser. Le rayonnement est intense à cause de l'émission stimulée, tous les photons partent en même temps. Elle est monochromatique, c'est-à-dire d'une seule couleur, ce qui veut dire une seule fréquence. Et le faisceau laser est directionnel, dans une même direction pour tous les photons. Et en exploitant ces propriétés remarquables, le laser a reçu un grand nombre d'applications. Cela va du découpage de pièces métalliques au recollement de rétine en ophtalmologie, en passant par les lecteurs CD et DVD, lecteurs optiques, ou la communication par des fibres optiques. Et il y a encore bien d'autres applications. Les applications du laser sont devenues innombrables. Donc voilà pour nos statistiques quantiques. On va évidemment encore en reparler, mais maintenant on va revenir au spin. On s'en est un petit peu éloigné, on n'a plus trop parlé du spin, et on va voir quel est le lien entre le spin et ses statistiques. J'avais suggéré qu'on sentait qu'il y avait une relation entre les fermions et le spin 1,5. Vous vous rappelez, j'avais dit que ça pouvait sembler un peu évident. On va voir ça de plus près. C'est ce qu'on appelle le théorème spin statistique. Je vous remercie.